Bonjour à toutes et à tous. Merci de venir à cette troisième conférence du Salon Numérique Day, dont l'intitulé est Business Intelligence, pilotage d'entreprise et tableau de bord. Conférence qui sera animée par Jean-Luc Bessonnet du cabinet Agnodesia. Bonne conférence. Bonjour à tous. J'ai un petit peu intérêt de connaissance, j'en connais quelques-uns d'entre vous. Donc nous allons vous présenter une petite présentation qu'on a faite, Jean-Luc Bessonnet. Je suis expert comptable, je suis dirigeant de Acte Expert Comptable. Accessoirement, je suis copilote, pilote et pilote instructeur. On va voir si ça correspond à quoi. Donc on va parler de business intelligence, de pilotage d'entreprise. Et on va essayer de définir dans un premier temps ce qu'est une entreprise. Alors c'est une définition très personnelle que je vous propose. Ne la retenez pas comme une définition générale et absolue. Elle m'appartient et je la revendique. Donc une entreprise, pour moi, c'est d'abord une organisation qui interagit avec son environnement sous le pilotage d'un chef d'entreprise, la raison du pilote, afin de fournir des produits ou des services à des clients. Les clients faisant évidemment partie d'un marché. L'entreprise a une finalité, et cette finalité mérite d'être définie, elle mérite d'être explicitée, donc d'être clairement appréciée par le chef d'entreprise, afin de coordonner les actions de l'entreprise pour atteindre des objectifs conformes à cette finalité. Objectifs conformes à la finalité. Un petit résumé de ce qu'est l'entreprise. Voilà, c'est ça une entreprise. L'entreprise et son environnement. Donc on retrouve l'environnement, l'entreprise avec ses petits trous et ses petits bonhommes qui font tourner les roues là, et les interactions entre l'entreprise et l'environnement sous l'égide du pilote qui contrôle l'entreprise. On peut avoir une autre acception de l'entreprise en tant que partie intégrante de cet environnement, et donc on retrouve l'entreprise dans son environnement, avec à ce moment-là l'entreprise comme un système homéostatique. Un système homéostatique, en fait, c'est un système qui se stabilise, qui s'équilibre en fonction des fluctuations de l'environnement extérieur. C'est généralement un système vivant, mais j'ai tendance à considérer que l'entreprise est un système vivant. Pour preuve, les petits bonhommes qui courent sur les roues et qui sont bien vivants. La finalité de l'entreprise, on a un ami qui s'appelait Goldratt. C'est un ami, on ne le connaît pas, nous on le connaît, lui il ne le connaît pas, et le pauvre il est décédé l'année dernière, mais il avait écrit un bouquin passionnant qui s'appelait Le But. Et dans ce bouquin-là, il définissait le but de l'entreprise de façon très simple. Il disait une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent. Alors on est partiellement ou pas du tout d'accord avec ça, mais quand même une des finalités de l'entreprise, c'est quand même de gagner de l'argent. J'y ajouterai quand même quelques sous-finalités qui permettent notamment à l'entreprise de gagner de l'argent avec un petit peu de sérénité. La deuxième, c'est satisfaire ses salariés. Alors vous me direz, là c'est un petit peu... C'est un parti pris, oui, c'est effectivement un parti pris, mais j'estime que pour satisfaire le marché et pour satisfaire les clients, il faut aussi satisfaire les salariés. Donc ces trois buts de l'entreprise tels que je les définis, ou du moins tel qu'un auteur que je vais vous présenter le définit, ils sont orientés là aujourd'hui, dans le temps présent, mais aussi dans le futur, dans la dimension de pérennité de l'entreprise. Et la pérennité de l'entreprise est évidemment très importante parce que la seule finalité de l'entreprise, c'est justement de durer dans le temps pour atteindre ses objectifs. Définir les moyens d'atteindre ces objectifs, ces trois objectifs, selon le contexte spécifique de l'entreprise, dans un contexte qui est particulier, c'est ni plus ni moins définir une stratégie. Et ce que je constate, moi, en tant que professionnel, c'est que 90% des entreprises, petites ou moyennes, n'ont pas de stratégie clairement définie. Quand je dis 90%, je suis sympa, il reste un petit peu moins de 10% d'entreprises qui réellement définissent une stratégie. J'ai emprunté quelques slides à Bernard Dupérin dans un site qui s'appelle Envie d'entreprendre. On retrouve sous forme de graphique cette boucle, dite boucle tétralogique, pour les trois parties prenantes principales. Satisfaction des actionnaires, donc cette notion de gagner de l'argent, satisfaction des salariés, satisfaction du marché, dans une boucle d'interdépendance. Et pour être dans cette boucle d'interdépendance,
il faut évidemment que je m'éloigne seulement des aspirations financières, parce que les aspirations financières des trois parties prenantes sont un petit peu antagonistes, donc je vais être obligé de m'appuyer sur autre chose, et notamment sur ces aspects de satisfaction. Ce petit slide est emprunté à Florent Fouque dans le site Analyse systémique de l'entreprise. Je vous conseille Florent Fouque qui est très pertinent sur l'approche de l'entreprise. L'environnement, donc, quand on parle d'environnement, on parle de quoi? On parle bien sûr du marché de l'entreprise, on parle de ses clients, on parle des concurrents, des fournisseurs, des filières, des partenaires, de l'emploi, de la législation et de plein d'autres choses. Donc on voit en fait que l'environnement d'entreprise est quelque chose de relativement complexe. C'est d'ailleurs ce qui caractérise l'environnement d'entreprise aujourd'hui. C'est une grande instabilité et une difficulté à prévoir ses évolutions. Quand je parle d'une grande instabilité, quand je regarde les composants de l'environnement, je comprends pourquoi. Environnement législatif changeant en permanence, environnement économique qui impacte les modes de consommation du marché et des clients, environnement économique qui impacte aussi la férocité des concurrents, les relations avec les fournisseurs, l'emploi, tout ça, donc ça entraîne une grande instabilité de l'environnement. La conduite d'une entreprise, elle pourrait ressembler à quelque chose comme ça en fait. Alors, moi je préfère être la voiture bleue, non pas pour la marque, mais elle est jusqu'à preuve du contraire en situation plus inconfortable, mais ça risque de ne pas durer d'ailleurs, parce que les concurrents sont derrière. Je vous invite à rester dans la course. Le pilote de l'entreprise. Vous connaissez bien votre circuit, vous avez bien préparé votre course, votre véhicule, mais à côté de ça, vous avez des concurrents, la météo, le terrain, tout ça avec quelques caprices, de la mécanique, et accessoirement, vous faites quelques erreurs et quelques approximations. Assisté de votre copilote, vous allez prendre au quotidien des décisions, et ces décisions conditionnent l'issue de la course étant la pérennité de l'entreprise, tout simplement. La pérennité ou sa performance, bien évidemment. Comment piloter? Pour piloter l'entreprise, le pilote a besoin d'indicateurs. Vous savez, quand vous êtes dans la voiture, vous avez un tableau de bord. L'indicateur fournit des informations sur l'environnement et sur le fonctionnement de l'entreprise. Ce que j'appelle des intrants, c'est-à-dire des choses qui vont rentrer dans l'entreprise, que ce soit des heures de main-d'œuvre, des matières premières ou de l'information. Ces intrants vont être caractérisés par des quantités, par des coûts, par des montants ou par des niveaux de qualité. L'entreprise, en tant que processus général, va transformer ces intrants en extrants, c'est-à-dire en sortants, en produits, en services, qui vont être caractérisés par les mêmes phénomènes. Ce qui est important, à mon sens, et ce à quoi on n'attache pas suffisamment d'importance, c'est le délai dans lequel je vais transformer ces intrants en extrants. Donc j'ai des intrants, j'ai des extrants et j'ai des délais de transformation. En tant que pilote, je vais fixer des indicateurs sur chacun de ces trois éléments, intrants, extrants et délais. Et ces indicateurs vont me permettre d'agir, de prendre des décisions pour piloter mon entreprise tout simplement. Je suis dans l'action et le pilotage c'est effectivement de l'action. Pour comprendre comment fonctionne l'entreprise, je vais lever le couvercle, je vais regarder comment ça marche. Et il y a une méthode assez simple pour décrire en fait les processus d'une entreprise. C'est la méthode qu'on appelle la méthode des 5 M ou diagramme d'Ishikawa. Les 5 M, vous les retrouvez ici. Vous allez décrire pour un processus, vous allez décrire les matières qui rentrent en jeu, donc les intrants, la main-d'œuvre aussi en intrants, le matériel que vous utilisez, les méthodes que vous utilisez et le milieu, l'environnement dans lequel vous utilisez. Le milieu, c'est l'usine, c'est le bureau, c'est le magasin. Je peux d'ailleurs vous proposer, au-delà de ces 5 M traditionnels de la méthode des diagrammes d'Ishikawa, 3 autres M. Et vous allez voir que dans ces 3 autres M, on va retrouver notre sujet. D'abord, la monnaie, monnaie en anglais. La notion d'argent est à peu près incontournable dans l'entreprise. Le management, bien sûr, qui est une des composantes essentielles. Le pilote est un manager. Et le dernier,
qui est au cœur de notre sujet est la mesure. Donc vous retrouvez en fait 8 M qui permettent de définir un processus: matière, main-d'œuvre, méthode, matériel, milieu, monnaie, management et mesure. Les indicateurs. Qu'est-ce qu'un indicateur? Eh bien, c'est un élément mesurable, évidemment, qui permet au pilote de prendre une décision éclairée. L'indicateur permet de prendre une décision. Il va m'informer sur le passé pour pouvoir réagir. Il va éventuellement m'informer sur l'état actuel pour pouvoir agir. Et il va aussi pouvoir m'informer sur l'état futur pour pouvoir anticiper le phénomène, anticiper la marche de l'entreprise. La nature des indicateurs, on l'a dit, ce sont les caractéristiques de nos intrants et de nos extrants, les quantités, les coûts, les montants, la qualité, les délais et parfois des ratios qui combinent quelques-uns de ces indicateurs, par exemple le taux de marge. Trop souvent, on constate que les indicateurs dans les tableaux de bord sont seulement financiers. Le financier, ça permet juste une chose, c'est souvent de décrocher le chef d'entreprise de l'intérêt de ces tableaux de bord. Et pour ça, moi j'aime bien associer des quantités et des délais qui permettent en fait de raccorder l'aspect financier au terrain de l'entreprise, aux réalités des terrains. Parce que quand vous êtes sur le terrain, quand vous êtes dans l'usine, avant de voir les finances, avant de voir les factures, vous voyez des tonnes de marchandises rentrer, vous voyez des heures de main-d'œuvre défiler, beaucoup plus que des finances. Indicateurs et objectifs. Très souvent, les indicateurs sont reliés à des objectifs qui devraient être SMART. SMART, en anglais, ça veut dire quoi? Petite voiture. Non, pardon, ça c'est pas ça, ça c'est côté merci. SMART, en anglais, ça veut dire intelligent. Mais c'est aussi un acronyme. C'est un acronyme pour spécifier. Donc, un objectif doit être réellement explicité et clairement défini. Donc, on le dit spécifié. Il doit être aussi mesurable. C'est précisément d'ailleurs la fonction de l'indicateur, de mesurer cet objectif. Il doit être acceptable et ambitieux. Acceptable au sens que il faut qu'il soit moral, il faut qu'il soit dans l'éthique de l'entreprise, il faut qu'il soit un tout petit peu ambitieux. Ambitieux, oui, mais réaliste. Ce n'est pas la peine de fixer des objectifs qui ne sont pas atteignables. Et tout ça, il faut qu'il soit défini dans le temps, c'est-à-dire qu'il soit clairement défini sur un espace temporel. Par exemple, quand je dis que je veux atteindre un chiffre d'affaires de 2 millions, c'est je veux atteindre un chiffre d'affaires de 2 millions à la fin de l'exercice qui clôture le 31 décembre, il est spécifié dans le temps. Donc retenez bien, si vous fixez des objectifs, assurez-vous qu'ils soient SMART. Piloter, en fait, c'est 6 étapes importantes. La modélisation. Donc la modélisation, c'est modéliser l'entreprise, établir un modèle permettant d'anticiper le fonctionnement du processus de l'entreprise. Donc établir un modèle, c'est tout simplement décrire en fait ce qui se passe dans la boîte que nous avons vu tout à l'heure à travers certains éléments, certaines hypothèses. Prévoir, c'est prévoir les résultats attendus en fonction de ce modèle et en fonction des hypothèses de fonctionnement. Mettre en œuvre, il n'y a pas de modèle d'entreprise qui ne soit pas mis en œuvre à un moment donné, c'est l'action terrain, et c'est tout simplement gérer l'entreprise, la faire fonctionner. Mesurer, et c'est le rôle de nos indicateurs, c'est mesurer les indicateurs permettant de vérifier que le modèle est bien conforme à la réalité ou que la réalité est bien conforme au modèle. Ajuster, c'est prendre les décisions pour ajuster le fonctionnement en fonction des indicateurs que nous avons mesurés précédemment. Et enfin, améliorer le système, améliorer le modèle pour qu'il corresponde de plus en plus à la réalité. Il est évident que quand j'établis mon premier modèle d'entreprise, je m'aperçois qu'il fait l'objet de quelques approximations et que de toutes les façons, l'entreprise étant dans un élément fluctuant, étant elle-même un élément fluctuant, je suis en permanence obligé d'ajuster mon modèle pour qu'il ressemble toujours à la réalité. Là, je retrouve dans ces 6 étapes, en fait, le cœur de ce qu'on appelle la démarche d'amélioration continue, la route de Deming, la route de la qualité. Dans son acronyme qui est connu des qualiticiens, PDCA, acronyme anglais ou américain, qui signifie Plan, Do, Check, Act, ou en français, planifier, faire,
vérifier et améliorer, réagir, améliorer. Améliorer dans le sens toujours de l'amélioration continue. C'est la fameuse roue de la qualité, et je vous invite à inspirer toutes vos actions de cette roue de la qualité, parce que c'est une roue qui est très vertueuse et qui permet justement l'amélioration continue. Normalement, on n'est pas trop mal. Collecte des indicateurs. Donc les indicateurs sont fournis par le système d'information. Ils doivent être pertinents, ils doivent être utiles, ils doivent être faciles et rapides à obtenir, ils doivent être vérifiables. Un indicateur n'a d'intérêt que si son appréciation permet de prendre des décisions. Si un indicateur ne permet rien, si quand je vois mon indicateur varier dans un sens ou dans l'autre, je ne suis pas en mesure de prendre des décisions, ça veut dire que mon indicateur ne m'est pas utile, et donc je n'ai pas besoin d'aller le chercher. Exemple d'indicateur de processus de production, par exemple. Les quantités de matière principale à acheter, le cours moyen de la matière, qui parfois a un impact très important sur le fonctionnement de l'entreprise, notamment les matières premières, par exemple, les heures de main-d'œuvre consommées, les délais moyens de production, les délais moyens entre la prise de commande et la livraison, processus complet, les quantités produites sur la période, les quantités livrées sur la période, les quantités de revenus, et le coût du SAV. Vous voyez qu'on retrouve tous les éléments, montant, quantité, coût, délai, qualité. Le montant des stocks aussi pour le processus de production. Un processus commercial, on va retrouver des indicateurs du style nombre de prospects visités, coût du commercial sur la période, quantité de commandes, montant des commandes, montant du carnet de commandes, montant du chiffre d'affaires, marge attendue par les commerciaux, prix moyen d'une commande, encours client. Bien sûr, à chaque indicateur, je serai en mesure de prendre une décision si je le mets dans mon tableau de bord. Justement, nous allons parler du tableau de bord. Comment on peut définir un tableau de bord? Un tableau de bord pourrait être défini comme une présentation de synthèse des activités et résultats de l'entreprise par processus. Alors que le processus soit une fonction de l'entreprise ou, pour une TPE, l'entreprise complète parce qu'il n'y a qu'un seul pilote. Sous forme d'indicateurs caractéristiques permettant de contrôler la réalisation des objectifs et de prendre les mesures appropriées selon une périodicité appropriée et un délai limité. Délai limité parce que l'action n'est intéressante que si elle suit rapidement le constat. À chaque pilote de son tableau de bord, vous imaginez, si vous avez un tableau de bord qui n'est pas adapté à votre entreprise, ce que ça peut donner. 5 fonctions principales pour le tableau de bord. C'est un système d'alerte, c'est un déclencheur d'action, comme on l'a dit, le tableau de bord est fait pour générer l'action. C'est un outil de communication avec ses équipes, avec les partenaires, notamment les partenaires financiers. C'est un outil de motivation, toujours pour les équipes et pour le pilote. Et c'est aussi un outil d'auto-apprentissage, puisque c'est celui-là qui va me permettre d'améliorer mon modèle au fil du temps. Quelques qualités sont requises pour un tableau de bord. On l'a dit pour l'indicateur, il doit être rapide dans son établissement, il doit être suffisamment synthétique, 5 à 10 indicateurs dans un tableau de bord suffisent, il doit être adapté à l'entreprise et à chaque utilisateur destinataire du tableau de bord, il doit être facile d'utilisation, cohérent dans l'ensemble des indicateurs, bien sûr il ne faut pas que les indicateurs m'amènent à prendre des décisions opposées, et bien sûr pertinent par rapport à la décision que je dois prendre ou le type de décision que je dois prendre. Et comme on l'a vu, il doit avoir un caractère évolutif. Plusieurs modes de présentation des indicateurs dans le tableau de bord. On a l'indicateur en données ponctuelles, c'est-à-dire la donnée brute, le montant du chiffre d'affaires par exemple. On peut les cumuler depuis le début d'une période, le chiffre d'affaires cumulé. On peut les cumuler sur 12 mois glissants. On peut aussi les projeter à la fin d'une période. On peut aussi les projeter en tendance. On peut aussi en faire des ratios à condition de conserver les valeurs d'origine qui sont entrées dans le calcul du ratio. L'indicateur doit être vérifiable, je vous le rappelle. Et on peut les présenter en graphique ou en pictogramme. Qu'est-ce que ça donne dans la pratique? Mais ça peut donner ça. Un exemple d'un morceau de tableau de bord, par exemple, où vous allez retrouver le réalisé, le comparatif avec l'objectif ou avec l'année précédente, les écarts en pourcentage, les petits pictogrammes, les périodes depuis, les cumuls depuis le début de la période. Voilà un modèle de morceau de tableau de bord. Dans un autre morceau de tableau de bord, vous allez pouvoir retrouver la projection de la conséquence de ce qui a été réalisé du passé sur le futur, au sens où là, par exemple, je vais estimer le résultat approché à la clôture. Quand bien même je suis à 10 mois de la clôture, à 6 mois de la clôture ou à 3 mois de la clôture.
Je peux le présenter en histogramme, par exemple pour le chiffre d'affaires mensuel. Donc là, ça parle entre le réalisé qui est en vert et l'objectif ou l'année précédente qui est en bleu. Je peux le réaliser en courbe, par exemple pour la trésorerie ou aussi pour le chiffre d'affaires. Je peux l'exprimer en tendance, donc comme je le disais, la tendance, elle permet d'extrapoler l'évolution de l'indicateur et savoir si je suis en progression ou si je suis en régression. Là, en l'occurrence, je suis en régression et je sais que mon indicateur est en train de franchement couper la moyenne ou le chiffre d'affaires attendu. Ou je peux l'exprimer sous des tas d'autres graphiques, pourvu que ces graphiques parlent au destinataire du tableau de bord. Je peux aussi explorer les dimensions, les multiples dimensions d'un indicateur. Par exemple, le chiffre d'affaires. Donc, je pars d'un chiffre d'affaires du mois qui est de 89 172 €. Je pourrais me contenter de cet indicateur, mais je peux aussi en faire beaucoup plus de cet indicateur. Je peux l'exprimer par rapport à l'indicateur chiffre d'affaires prévu. Je peux l'exprimer en cumul depuis le début de l'année. Je peux l'exprimer sur 12 mois glissants. Je peux l'exprimer par rapport au chiffre d'affaires réellement encaissé. Je peux l'exprimer par produit ou je peux l'exprimer par région, par site ou par commerciaux. Vous voyez en fait que, par exemple, dans ce tableau de bord, c'est un tableau de bord qui ne parle que du chiffre d'affaires, où je vais retrouver toutes ces dimensions-là. Le mois en cours, depuis le début de l'exercice, projeté sur la fin de l'exercice, l'analyse du crédit client, dans ses versions facturées, dans ses versions encaissées, avec des graphiques, avec des pourcentages de variation par rapport aux objectifs. La même chose en graphique, camembert ou histogramme, par produit ou par site. Vous voyez qu'un seul indicateur, chiffre d'affaires, peut être décliné en de multiples versions. Je retrouve dans la même orientation que mon amélioration continue, le cycle de vie du tableau de bord, avec le choix des indicateurs, comme je l'ai indiqué, la conception de la matrice du tableau de bord, qui va correspondre aux besoins de l'utilisateur. Je vais toujours être dans l'action, dans l'utilisation de mon tableau de bord, dans l'évaluation, le contrôle, l'évaluation de la pertinence de mon tableau de bord par rapport à son destinataire, et en permanence dans l'amélioration du tableau de bord pour l'ajuster de plus en plus aux besoins réels et aux besoins évolutifs de mon utilisateur. Comment je peux réaliser mes tableaux de bord? Je peux en déléguer la réalisation à votre... vous pouvez en déléguer la réalisation à votre conseil. Votre conseil soit votre assistant en gestion, votre expert comptable ou autre prestataire. Vous pouvez aussi les faire avec votre avec votre tableur préféré, OpenOffice ou Excel par exemple. Vous pouvez aussi aller les faire avec le système d'extraction et de présentation de données qui va aller piocher en fait tous les indicateurs dans vos diverses bases de données, que ces bases de données soient comptables, soit gestion commerciale, ou soit gestion de la relation client, par exemple. Là, on rentre dans des systèmes plus techniques. Dans l'utilisation du tableau de bord, nous allons avoir toujours en phase la collecte de l'information, l'agrégation de l'information. Alors la collecte de l'information, l'information elle est collectée sur le terrain. Donc soit elle est piochée directement à partir des outils que l'on a vus tout à l'heure dans le système d'information, soit elle vous remonte manuellement du terrain, par exemple par le responsable de l'exploitation, par le responsable de la production, pour les éléments de production. Collecte de l'information, l'agrégation de l'information, par exemple pour calculer le chiffre d'affaires cumulé sur l'exercice ou le chiffre d'affaires sur les 12 mois glissants, la présentation de l'information et la diffusion à minima au pilote et accessoirement à toutes les parties prenantes et toutes les parties intéressées par le tableau de bord. Que ce soit les salariés directement concernés par le tableau de bord ou que ce soit les partenaires, par exemple les partenaires financiers. Quand je parle de cette phase d'utilisation et de cette phase de conception, ça n'est pas forcément le pilote qui fait son tableau de bord. Le pilote est le destinataire du tableau de bord. Si ce n'est pas lui qui le fait, ça n'a aucune importance. L'important, c'est qu'il puisse vérifier la véracité des informations qui sont insérées dans le tableau de bord. Vous voyez, j'ai tenu le timing, je suis allé vite, d'accord, mais ça nous laisse quelques minutes pour les questions. Merci pour votre attention. Je vous ai repéré avec le petit smiley ici, la couleur, en bas vous avez vu que vous avez des sites, des stands partenaires avec des couleurs. Ce sujet était de la couleur bleue et je suis à votre disposition pour 5, 6, 10 minutes
pour des diverses questions sur cette thématique du tableau de bord.